bienvenue. Merci. Nous avons souhaité te convier puisque tu as, on ne va pas parler des noms d'entreprises, mais tu as une riche carrière dans de nombreux groupes internationaux. Et au cours de cette carrière, tu as rencontré des acteurs qui flirtaient avec des modes de management parfois vertueux, en pouvoir de référence, en charisme, comme l'évoquait François. Des moments passionnants justement de ton parcours professionnel et puis des douches froides également, des revers dans des entreprises avec des managers un peu moins sympathiques, plus dans la coercition. Alors peut-être qu'on peut commencer par la période la plus vertueuse, le charisme de certains leaders dans ton parcours professionnel. Comment as-tu identifié ces managers? Qu'est-ce qui illustrait leur pouvoir de référence, leur charisme? Alors, avant de me lancer dans ces descriptions, juste rapidement, j'ai commencé mon parcours professionnel en agence de communication pendant une dizaine d'années. Et puis, comme toute personne qui travaille en agence de communication, j'ai eu très envie de m'occuper d'une seule marque. Et donc, à la fin des années 90, début des années 2000, croisé la marque Harley-Davidson. Donc je suis devenu en 2000 directeur marketing de cette marque. Moi-même j'étais passionné de moto, fils de vigneron, donc j'ai commencé à casser des motos dans les vignes très jeune. Et s'il y avait pour un homme qui travaille dans le marketing et qui aime la moto une marque pour laquelle travailler, c'était Harley-Davidson. J'ai toujours comparé ce bonheur d'intégrer cette marque au bouquin de Roald Dahl qui s'appelle Charlie et la chocolaterie, où ce gamin gagne un billet en or qui l'amène à visiter une chocolaterie qui est aussi son rêve, quoi. Et c'était un peu ça, ou comme de lancer un enfant dans les rues de Disney, d'Euro Disney, parce que tout est là, quoi. Et donc, je rentre donc dans la filiale naissante d'Harley-Davidson en France, et je m'occupe du marketing et de la communication de cette marque. Donc évidemment, marque américaine, Middle West, 2 heures au nord de Chicago, et c'est une marque familiale. Enfin, il y a encore dans le management et dans le pool de dirigeants qui s'occupent de la marque, des héritiers, dont le petit-fils des fondateurs, donc marque créée en 1903, qui s'appelle Willie G. Davidson. Et là, c'est un privilège phénoménal que de pouvoir travailler à côté d'un bonhomme comme lui, parce que c'est rarissime. C'est-à-dire que, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on avait fait une étude qu'on a gardée secrète entre l'influence de la marque Harley-Davidson et l'organisation chrétienne qui partait du Vatican. Donc on a une religion, quoi, et des chapelles, des concessions, des apôtres, et pour nous, Willie G. Davidson était vraiment, pardonnez le côté iconoclaste de cette comparaison, mais on n'en est pas loin, parce qu'il incarne, on parlait d'incarnation tout à l'heure par rapport au charisme, il incarne en fait, par filiation, la création de cette marque, qui est une pure icône aux États-Unis, et lui-même devient une icône. Et pourtant, c'est un bonhomme très discret, qui aime pas forcément se mettre en avant, mais chaque convention ou chaque événement où il se rend, il est en véhicule blindé avec 2 gardes du corps. Non pas qu'ils craignent pour lui, mais c'est qu'il est tellement aimé, il est tellement adulé des bikers, des gens qui aiment cette culture très populaire aux États-Unis. C'est assez élitiste et assez premium en France. Aux États-Unis, la culture biker et la culture autour de Harley est assez populaire. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié. Et donc voilà, on a pu travailler. Enfin, j'ai pu travailler avec cet homme dont le pouvoir est dans le contexte dans lequel on était, pratiquement sans limite. Je vous donne juste un exemple. 2 fois par an, les concessionnaires Harley-Davidson du monde entier
se retrouvent en janvier et en septembre pour de grandes conventions aux États-Unis où ils remplissent des auditoriums qui font peut-être 50 ou 100 fois la taille de celui-ci. Et donc, on y voit des chefs d'entreprise qui sont dans la marque en Norvège, aux États-Unis depuis des dizaines et des dizaines d'années, très souvent tatoués, avec pour beaucoup de grandes barbes évidemment, et ça démarre de façon bon enfant. Mais dès que Willie G. Davidson monte sur scène, tout le monde se met debout, un immense silence rentre dans la salle, et il prend la parole, et là il y a comme une relation, incroyablement, encore une fois, religieuse avec cet homme-là. Donc voilà. Et quand, par contre, on se retrouvait dans des petits groupes de travail pour parler de tel produit ou de telle moto, c'était d'une simplicité et d'une évidence très humaine. Et donc c'était très déroutant de se retrouver parfois autour d'une table avec un homme avec une telle puissance, avec une telle... presque malgré lui, avec ce pouvoir sur les foules. J'ai fêté les 100 ans de la marque à Milwaukee. C'était 350 000 motos qui sont arrivées dans la ville de Milwaukee. Donc imaginez, je ne sais pas, 80 000 motos dans Montluçon, c'est à peu près la référence. Et Willie G qui se met sur scène et qui s'adresse à tous ces gens-là, quoi. J'en frémis encore. Et là, on n'entendait plus rien. On n'entendait même plus les camions, on n'entendait plus rien. Donc voilà. Et par contre, on se retrouvait sur des petits dossiers marketing où on parlait de tel produit, de telle couleur. Et là, en fait, on sélectionnait des petits catalogues. Et voilà, quoi. Donc, c'était très marquant pour moi, qui avait une trentaine d'années, d'être aux côtés de gens avec ce pouvoir, c'est-à-dire l'incapacité de marcher dans une rue américaine sans être reconnu, et en même temps de pouvoir griffouiller quelques théories marketing ou quelques stratégies en toute simplicité. Voilà. Et je dois pouvoir dire aussi que c'était extrêmement enthousiasmant, extrêmement important. J'ai passé 13 ans chez Harley. Et voilà, donc on sentait cette émulation créée par des bonhommes comme ça. Il n'était pas le seul, mais lui était... Alors voilà, et son fils est pas trop comme ça. Il a beaucoup de mal à prendre le relais. Mais il est là aussi, il est encore dans l'entreprise. Voilà, donc ça c'était une expérience extrêmement enrichissante, d'une forme de pouvoir très heureux, et qui embarque pas une seule personne, mais qui embarque, je crois qu'à l'époque on était 3500 employés, quoi. Et voilà. Et alors, a posteriori, est-ce que tu réalises, est-ce que tu te dis, oui, mais bien sûr, les qualités de ce leader étaient phénoménales, concernant peut-être l'intensité, comme le disait François, l'humilité. Est-ce que vraiment il y a une recette qu'est-ce qui fait que cet homme entraînait les foules? Et est-ce que tu as une anecdote aussi qui t'est restée en mémoire concernant la démonstration de ce charisme Alors, oui, je sais pas si on peut... Willie G était... je pense qu'il est plus que charismatique, il incarnait quelque chose d'extrêmement profond au niveau national, au niveau historique, au niveau mythique, dans un pays aussi fort et aussi enclin à se référer à ses propres mythes que la marque Harley-Davidson. Donc... c'est un bonhomme qui a un petit béret, qui a une petite barbichette. Il est pas, je le sens pas dans une taille, une posture. Alors, peut-être de périphérie, si on dit que le Middle West est la périphérie, mais c'est difficile de comprendre, au-delà du fait qu'il est embarqué dans un mouvement national, dans une histoire nationale, dans une entreprise, un lieu iconique. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il ne se servait pas de cette capacité à attirer les foules et de ce pouvoir, c'est ce qui peut être considéré comme un pouvoir. Il ne s'en servait pas personnellement. Il s'en servait au bénéfice de l'entreprise et de ce qu'il pouvait apporter dans l'évolution et dans l'histoire de l'entreprise.
Comme anecdote, je garde, on avait créé à Saint-Tropez, dès 2001, un rassemblement qui existe toujours et qui rassemble dans la presqu'île de Grimaud, Saint-Tropez, presque 25 000 motos. On avait annoncé la présence de Willy G. Et il a pour habitude d'apposer sa signature sur l'épaule gauche des blousons de cuir des bikers qu'il rencontre. Une très jolie signature, très graphique comme ça, avec des petits Posca blancs. Et on avait annoncé qu'il allait à l'extérieur, en extérieur, signer les blousons de cuir des participants. Un samedi à 13h. Et à partir de 9h du matin, il y avait déjà une cinquantaine de bikers qui faisaient la queue et qui sont restés en plein cagnard jusqu'à 13h pour avoir la signature de Willy G apposée sur leur blouson de cuir. Et c'est surprenant de voir ces espèces de vikings qui descendaient d'Allemagne, les gros bikers comme ça, et qui attendaient. Il est toujours avec sa femme, qui est une charmante personne, très discrète. Et voilà. Et on n'a pas compris. C'est là où on a pointé du doigt, on a senti la dévotion qui était apportée à Willy G avec ce moment-là. Et à la fin, il y avait 450 personnes qui sont... et il n'a pas bougé. Il a signé 450 blousons de cuir comme ça, jusqu'à peut-être 17h. Bon... Très humble également, enfin, quelle humilité de rester assis en plein soleil pour faire ce genre de choses, quoi. Voilà. Dernière anecdote très rapidement, dans un autre rallye, on lui avait prêté une moto et qu'il avait demandé, donc on l'avait préparé un peu pour lui, et donc il y avait un petit papier avec marqué Willy G. Davidson comme ça, à la main par un de mes collègues, et qui est resté dans une sacoche de la moto qui est partie ensuite en concession et qui a été mise en vente. Et le petit papier est resté dans la sacoche. Et un client est arrivé et puis a commencé à regarder cette moto d'occasion. Le vendeur a ouvert, je le sais parce que je le connaissais, c'était en Allemagne, a ouvert la sacoche et puis est tombé sur le petit papier en regardant ça. Ah, Willy G. Davidson. Et elle dit, mais c'était la moto qu'il a conduit au rallye. Et le gars a dit, je l'achète tout de suite. Voilà. Donc bon, voilà, ce sont des anecdotes simples, mais bon, c'était vraiment très, très motivant, très émouvant et aussi fidélisant par rapport à l'entreprise. J'y suis resté encore une fois 13 ans, que d'être à côté des gens comme ça. Ouais. Mais je suppose que chez Porsche, à la belle époque, ou chez Ferrari avec Enzo, ça devait être à peu près les mêmes choses. Alors, après cette période, tu changes d'entreprise, tu changes de culture d'entreprise, et là, ce n'est plus du tout la même histoire. Donc encore une fois, a posteriori, le virage que tu as décidé d'emprunter à cette époque, qu'est-ce qui t'a décidé pour prendre cette voie, apprendre cette voie, et finalement, avais-tu anticipé ce changement radical d'environnement, d'écosystème d'entreprise? Non ben, donc je passe 13 ans chez Harley-Davidson et puis souvent on me dit mais pourquoi vous avez quitté cette entreprise, pourquoi vous étiez bien, vous aimez la moto, le marketing était fabuleux là-bas, bon voilà. Et je donne toujours la réponse que si dès le lundi matin vous mangez de la mousse au chocolat à tous les repas, le dimanche soir, c'est difficile de manger de la mousse au chocolat. Et après 13 ans chez Harley, la culture des clubs, la culture d'entreprise est tellement forte que j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Donc effectivement, je suis passé par plusieurs entreprises après, qui ont toutes été de belles aventures ou de belles expériences, mais des expériences quand même beaucoup plus, effectivement, comme tu l'as dit, difficiles, parfois. Et j'ai noté deux formes de pouvoir qui m'ont effectivement marqué et sur lesquelles j'ai dû réagir. D'abord, un pouvoir, tu l'as dit, coercitif, ou en tout cas un pouvoir déstabilisant et déstructurant et désorientant dans l'entreprise. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, j'y reviendrai, le compas était systématiquement brouillé, donc ça c'est très difficile. Et puis deuxièmement, dans deux autres entreprises, le pouvoir des managements passés, des managements même morts, et dont la présence était extrêmement forte au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a saisi. C'est-à-dire qu'en arrivant avec une culture fraîche dans une entreprise, des modes de management qui peuvent avoir 5 ans, 10 ans ou 15 ans, et dont les auteurs ont quitté l'entreprise, restent présents avec une intensité physique, voire même presque sonore, qui est extrêmement impressionnante. Donc dans les deux cas, effectivement, après, et je ne dis pas que chez Harley tout a été facile, ce n'était pas du tout le cas, mais il a fallu effectivement changer un peu de regard sur certains modes de management qui eh bien, étaient extrêmement déstructurants, déstabilisants pour une expérience,
ou alors des échos qui restaient dans l'entreprise. Et je suppose que pour beaucoup d'entre vous ont peut-être senti ça, mais on se dit, mais pourquoi, alors que je viens de rentrer dans cette entreprise, dans cette structure, avec une mission très claire qui correspond à un recrutement, je devrais être autant perméable ou autant influencé par des hommes ou des femmes qui ont été là il y a 5 ou 10 ans et qui ont laissé une trace négative, extrêmement négative, dont les témoignages sont quotidiens. Et surtout, comment est-ce que je peux essayer de bouger la donne? Alors, on s'est questionné avec François, hein, on a identifié, alors vous nous corrigerez peut-être pour les experts, ce modèle comme une transmission transgénérationnelle des traumatismes. Ouais. Comment Ouais. ça s'illustre, hein? Comment ça s'est illustré concrètement? Mais par des freins quotidiens et des freins permanents. Forcément, la fonction marketing, c'est une fonction créative. On doit embarquer les gens, on doit embarquer des produits, on doit embarquer l'externe, l'interne. Et donc, il y a un mouvement à mettre en place. Et puis, quand au bout de quelques semaines, on sent qu'il y a une espèce de chaîne comme ça, là, qui nous retient avec une grosse pierre de granit derrière, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Dans la volonté de moderniser, de tirer vers le haut un certain nombre de discours, de comportements dans l'entreprise, moi je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui m'ont dit, écoute, non, on ne peut pas faire ça. Alors, je vous donne des exemples très simples, mais qui illustrent très bien le propos. Dans une des entreprises où j'étais, il y avait une très belle porte d'entrée que personne n'utilisait. Tout le monde passait par derrière. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que, justement, quand je reçois un journaliste, je ne peux pas la faire rentrer, ou le faire rentrer par la porte d'entrée, où le logo était magnifique, etc. Et on me dit, mais parce que c'est interdit. Je ne comprends pas comment l'utilisation d'une porte d'entrée peut être interdite. Et donc j'enquête. Et un des dirigeants, ce fameux dirigeant dans cette entreprise, avait littéralement, pour des raisons économiques, parce que sinon il fallait mettre le chauffage et donc la lumière, etc., donc des raisons en plus absolument pas valables, condamné totalement l'utilisation de cette porte. Mais c'est complètement dingue. Et donc on était obligé de faire passer les journalistes par la porte de derrière, une espèce de petite porte tout à fait ridicule, et parce que ça avait été interdit. Autre exemple, les salariés du service après-vente n'avaient pas le droit de monter au 2e étage, qui était l'étage du management et de la direction. Et garder ça. Alors que le président qui était en place avait invité l'ensemble des salariés à venir prendre un petit déjeuner dans son bureau. Non, on gardait ce poids de l'interdit. Alors, ce sont 2 petites anecdotes très simples, mais quand, avec une équipe de 12 ou 15 personnes, on essaye de restimuler une forme de créativité, de prise de risque, de stimuler une forme d'attrait de clientèle, c'est très difficile de dire au bout d'un moment, d'obtenir des résultats créatifs et des résultats qui embarquent encore une fois l'entreprise. Alors ça a pris du temps et je trouve que on a, quand je dis on, parce qu'on était plusieurs managers, on a utilisé des outils qui sont venus de façon spontanée, je dirais presque de bon sens, mais comme l'humour ou l'autodérision. Et ça a été génial parce que dans ces contextes-là, c'est très inattendu. L'utilisation de l'autodérision comme arme de démantèlement de ces traces du passé ou de l'humour surprend énormément et donc a un effet pratiquement immédiat. Bon, il faut aimer ça, il faut avoir envie de le faire, mais on a compris entre managers qui avaient la responsabilité de ces contextes-là qu'il fallait détendre, il fallait assouplir, il fallait réhumidifier, réhumecter tout ça pour que la vie reprenne et que, encore une fois, ces traces incroyables et extrêmement durables de management puissent disparaître. Donc voilà, après, on a fait appel à l'écoute, on a fait appel à énormément d'intuition et petit à petit, on a vu un certain nombre de contextes se détendre et des mains se lever en disant « et pourquoi on ne ferait pas ça ?» mais vraiment, il y avait des contextes qui étaient très sclérosés, ça c'était incroyable d'entreprises modernes, d'entreprises dans la technologie, de pouvoir être encore bloquées par des simples personnes qui ont passé 5, 6, 7 ans et qui ont laissé ces traces très perceptives. Ça m'a bluffé. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'il y a un déclic, est-ce que tu t'aperçois du malaise quand tu changes et que tu passes sous management coercitif immédiatement? Est-ce que finalement il y a une prise de conscience retardée qui apparaît? Ben c'est assez rapide parce que, encore une fois, dans les fonctions marketing et communication, la mission est de faire rêver.
Et si cette capacité à générer le rêve est bloquée ou entravée, ça se sent très très vite. Et puis, il y a aussi l'émanation purement humaine. C'est-à-dire que en prenant ma fonction dans une des entreprises dont on parle, je ne veux pas rentrer dans les détails, ni citer, mais en faisant le tour de l'équipe qui m'était confiée, dans les 2 premiers jours de ma présence dans l'entreprise, grâce à ces entretiens-là, et au fait que hommes et femmes ont pu craquer dans mon bureau, se mettre à pleurer, ou donner des signes d'une grande faiblesse ou d'une grande détresse, forcément, ça se rend compte. Enfin, je m'en suis rendu compte très très vite. Par contre, ce qui est compliqué après, et ce qui prend du temps, c'est de décrypter le contexte en lui-même, et d'où viennent les influences négatives, d'où viennent les influences presque terroristes, qui empêchent un cadre qui est payé pour être créatif, pour écrire, pour faire des photos, pour créer du contenu, qui l'empêche de s'exprimer et qui l'empêche de laisser libre cours à... on parlait de Steve Jobs tout à l'heure, je vois à peu près quel type d'invitation il peut donner à ses équipes à trouver des solutions ou à aller plus loin. Donc là, c'était très rapide et très facile de voir qu'il y avait un énorme travail de fond à faire par rapport à un pouvoir qui sclérosait ou jugulait une équipe, toute une équipe, pas simplement une personne, mais l'ensemble d'une équipe, a trouvé justement des solutions pour promouvoir des produits, des services, des rêves, et aller parler à des consommateurs pour les attirer à la société. Donc oui, il y a des signes évidemment extrêmement rapides donnés par les équipes, mais aussi par l'externe, par des contextes qui demandent là aussi de scruter très précisément ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut réagir, comment est-ce qu'on peut recadrer ces univers-là, et puis redonner de la confiance aux hommes, redonner de l'envie, redonner, et encore une fois, peut-être par rapport à l'humour, par rapport à l'écoute, grâce à des solutions très simples et essentiellement humaines. Alors, tu as rencontré des personnalités toxiques. Est-ce que tu as réussi à comprendre leur comportement, à les identifier? Est-ce que maintenant, plus peut-être avec l'expérience, tu les repères plus facilement? Comment tu déjoues peut-être leur stratégie? Et quelles sont tes armes? Quelles ont été tes armes à ce moment-là et quelles sont-elles maintenant? Non, j'ai rencontré effectivement des managers et des personnalités toxiques, c'est vraiment le mot, c'est-à-dire des gens qui avaient envie de faire le mal, de faire mal, pas nécessairement de façon consciente, mais qui instauraient dans l'entreprise un contexte qui faisait qu'aucun de mes collaborateurs ne pouvait trouver de confort et d'envie de venir le matin dans l'entreprise. À ta question, est-ce que je saurais reconnaître aujourd'hui ou demain, peut-être dans un moment de recrutement où ces types de personnalités ou ces types de comportements? Je pense que la réponse est non. Parce que, ayant rencontré ces personnes dont on parle au préalable dans des dans des périodes de recrutement, c'était impossible à savoir. Et au contraire, il y avait même une forme de charisme qui était très attirante, qui embarquait, qui était motivante. Et l'impossibilité sur le moment, à l'instant T, de pouvoir se dire, mais en fait, dans 3 mois ou dans 6 mois, la situation va être telle qu'elle. Je pense que c'est pas possible. Je pense que je ne pourrais pas. À ta question aussi, comment est-ce qu'on a pu déjouer ou comment est-ce qu'on a pu aller contre ces personnes toxiques? La réponse, c'est le départ. C'est vraiment le départ. Il y a une possibilité d'atténuer une situation, mais il y a certaines situations où il faut pouvoir avoir le courage et la possibilité, même dans l'entreprise, puisqu'on parle du contexte dans l'entreprise, de quitter l'entreprise. Bon, voilà. Mais avant ça, je pense que une des façons, en tout cas, dont moi j'ai pu réagir avec mes équipes, ça a été de leur dire, écoutez, on va recréer un contexte. On va recréer, je comprends la situation, elle est bien identifiée, très bien, ce contexte-là est très clair. Alors on va faire en sorte qu'on puisse travailler. On va faire en sorte qu'on puisse trouver un espace où on retrouve de l'oxygène, où on retrouve de la créativité, où on retrouve une envie, simplement une envie.
Et je suis parti du principe que, là aussi, c'était des choses qui étaient assez intuitives, mais que, en fait, j'étais payé pour ça. Moi, j'étais payé pour faire une espèce de petite rambarde, un petit château fort comme ça, et je leur ai dit, voilà, moi, je vais faire ça, je vais prendre pour vous, mais par contre, je vous libère tout l'espace derrière, et ce que je vous demande en contrepartie, c'est de retrouver cet élan, encore une fois créatif, c'est le centre de nos métiers, ces élans relationnels, ces élans d'envie. Je vais vous donner cet espace-là, et moi, je vais servir de petits murs de coton comme ça, là, de toutes les interférences qui viennent nuire aujourd'hui à votre travail, à votre carrière, à vos personnalités. Mais j'étais pas seul, on était plusieurs à arriver en même temps dans l'entreprise, et on a pu, je crois, dédramatiser et surtout réimprégner un contexte où tout un chacun a pu au bout d'un moment reprendre une envie, un projet, un dossier, à un moment où, encore une fois, l'ensemble des personnes dont je parle étaient dans l'incapacité de ne serait-ce que s'exprimer dans l'entreprise. Bon voilà, donc je me suis peut-être un petit peu perdu dans cette explication-là, mais je crois que ce qui est important, c'est de dire, ok, dans la fonction de manager que j'incarnais, c'était à moi de recréer cet espace pour qu'il y ait à nouveau la possibilité de jouer, de recomprendre les objectifs, tous ces boulots-là. Est-ce que cette stratégie est tenable, puisque ça doit être épuisant de prendre sur soi tout le courroux, la coercition pour protéger l'équipe? Oui. J'ai tenu 3 ans, donc ça demandait un peu d'investissement personnel. Mais de notre côté, de voir des salariés qui, dans un entretien initial de rencontre dans mes prises de fonction, et ont exprimé de la tristesse, du désarroi, du malheur au point de pleurer, et je parle d'hommes et de femmes dans mon bureau, c'était extrêmement motivant et extrêmement fort de les sentir renaître dans cette entreprise et eux-mêmes se dire, bon tiens, je vais repartir au combat et je vais retrouver la capacité finalement de simplement remplir mon job. Voilà. Et là, c'est une des plus belles victoires que j'ai pu avoir, parce que cette équipe s'est remise à fonctionner un peu comme une vieille machine dans laquelle on réinsufflerait de la pression avec un peu de braise qui se remette et de l'eau qui rentre en puissance et tout ça. Et voilà, et j'ai revu cette équipe reprendre du poil de la bête, et au final, au bout de 2-3 ans, être tout à fait capable de répondre à des missions qui concernaient notre job quotidien, quoi. Ça, c'est quelque chose qui, en le vivant au quotidien, m'a redonné, en tout cas, ou m'a apporté énormément d'énergie, dans des contextes extrêmement, extrêmement tendus et avec une adversité incroyable, quoi, à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, une dernière question qui concerne le sens ou la perte de sens à toi, une perte de sens dans l'action, peut-être à travers des illusions du mode de fonctionnement des entreprises. As-tu été confronté à une perte de sens? Quelles en seraient les origines éventuelles? Ou dans tes équipes, justement, as-tu vécu une perte de sens de tes collaborateurs? Et comment as-tu fait pour essayer de réinjecter cette motivation? Oui, ce sont des choses que j'ai pu observer dans les contextes où justement l'écoute du top management était inexistante. C'est extrêmement saisissant de voir qu'on arrivait avec un projet, une explication, quelque chose de très clair. Et je me souviens d'un de mes collaborateurs qui avait présenté une idée qui était géniale, qui était très motivante, et qui n'avait reçu aucune écoute, absolument aucune compréhension de la part de l'audience. Et au sortir de cette réunion, il avait perdu toute forme de motivation, toute forme de possibilité de continuer sa mission. Et lui est parti.
il n'a pas pu aller plus loin. Il n'a pas pu aller plus loin, c'était impossible. Donc la perte de sens, en ce qui me concerne, c'est pas vraiment une perte de sens, mais c'est qu'au bout de 30-35 ans passés dans les métiers du marketing et de la communication, ce sont des métiers qui sont quand même assez prenants, où il faut apporter des solutions, encore une fois, cette forme de créativité dont je parlais. Je t'avoue que des fois, oui, j'ai envie de céder à ces mirages de l'ouverture d'une épicerie en province ou de repartir dans le Cantal, faire voilà, ou dans l'Aveyron. Si on peut appeler ça une perte de sens, il y a de temps en temps l'envie ou le besoin de se projeter sur d'autres aventures, sur d'autres choses maintenant, passer la cinquantaine. Mais bon, je retrouve toujours quand même une forme de passion sur les missions qui sont les miennes et les métiers que j'ai fait pendant 30 ans. Je pense que ces expériences dont on a parlé, qui étaient des expériences humainement très dures, n'ont pas nui à la technique marketing qui est la mienne, mais elles ont au contraire nourri un regard beaucoup plus mature sur les hommes et les femmes avec lesquels je travaille aujourd'hui. J'ai de plus en plus de mal, par exemple, à être dans l'autorité, même si je ne l'ai jamais été de façon naturelle. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment oui, une difficulté à établir une autorité quand c'est même presque nécessaire, alors que je privilégie le dialogue, même s'il faut parler pendant 2 ou 3 heures. Et je trouve que les résultats sont bien plus beaux, les résultats sont bien plus intéressants et bien plus motivants. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est ce que je peux ressentir aujourd'hui, après effectivement un peu plus d'une trentaine d'années dans l'entreprise, en agence ou au service de marques passionnantes et d'équipes auxquelles j'ai essayé d'apporter le plus d'écoute possible et de garder un bon sens paternel de vigneron, humain, de garder les pieds sur terre et de pouvoir voilà, être à l'écoute, savoir écouter les cœurs et à la fois les esprits quand ils allaient bien ou quand ils n'allaient pas bien. Merci François. Merci de ton témoignage précieux.